Bonsoir à tous, bienvenue dans Auditions publiques exceptionnellement enregistrées ce soir. Nous sommes 3 semaines après l'élection présidentielle. Enfin, un Premier ministre, plutôt une Première ministre. Demain ou mercredi, le gouvernement, ça lancera définitivement les législatives, même si les candidats sont déjà sur le terrain, comme notre invité ce soir. Bonsoir Aurélien Pradier. Merci beaucoup, vous êtes candidat à votre réélection dans le Lot. Vous avez lancé votre campagne, vous avez même inauguré un QG avec une 4L, je crois. Elle est de quelle couleur ? Elle est blanche. Elle est blanche, elle n'aurait pu être bleue comme le parti, mais elle est blanche. Je rappelle que vous êtes aussi secrétaire général de LR, parti secoué évidemment par le score humiliant de Valérie Pécresse au premier tour. Vous nous direz si vous avez digéré cette défaite. Quelles leçons vous en tirez ? Quel programme alternatif proposez-vous ? Quelles sont vos ambitions ? Évidemment, pour le groupe à l'Assemblée, à l'issue des législatives. En somme, LR, combien de divisions pour cette législature dans ce paysage politique recomposé ? Toutes ces questions, Brigitte Boucher et Tam Tranouy vous les poseront. La bataille de la présidentielle, elle vous intéresse, ça va être chaud, semble-t-il. C'est Sophie Dravinel qui vous interrogera. Et puis, dans un quart d'heure, la question d'actu de Vincent Roux du Figaro Live. Mais d'abord, nous sommes un jour particulier. Jean Castex a démissionné tout à l'heure. Jean Castex qui était issu de vos rangs. Quel bilan vous tirez ? Est-ce que vous lui tirez son chapeau finalement, puisque c'est un homme qui part plutôt sous les honneurs ? Je suis sûrement le plus mal placé pour dresser des lauriers à Jean Castex. J'ai du respect pour Jean Castex, comme j'ai du respect pour tous ceux qui ont servi notre pays. Il a été pour moi le serviteur docile d'Emmanuel Macron et j'ai une opposition claire à la politique d'Emmanuel Macron. Donc au-delà de l'homme que je n'ai pas à juger, d'ailleurs je considère que c'est une règle qu'on doit se fixer en politique, je considère que le bilan de Jean Castex, c'est précisément le bilan d'Emmanuel Macron et c'est un bilan que j'ai combattu. Vous ne lui reconnaissez aucun mérite ? Si, je lui reconnais une docilité, peut-être même une plasticité. Alors il se trouve que je ne considère pas que ce soit une qualité en politique, mais ça l'est peut-être quand on est Emmanuel Macron et qu'on choisit un Premier ministre. Il a été un serviteur docile, et c'est vrai que tout le monde n'est pas capable de le faire. Moi, j'en serais bien incapable. La docilité dans votre bouche, ça n'est pas précisément un compliment. Pas vraiment, mais c'est utile aussi pour servir l'État, et en l'occurrence, probablement qu'il l'a fait. Il ne vous a pas toujours bien traité à l'Assemblée. En tout cas, il a été un adversaire aux questions au gouvernement, on s'en souvient, assez coriace. Plus coriace peut-être que vous y attendiez. Oui, peut-être au fur et à mesure du temps, il a pris un peu de férocité. Non, le vrai point de divergence que j'ai toujours eu avec Jean Castex, c'est que je n'ai toujours pas compris quelle était son âme politique. Ce qui son âme politique. Pardon, qu'est-ce que c'est ? Ses convictions profondes, au-delà d'appliquer strictement ce que le président de la République lui demandait de faire, est-ce que être Premier ministre, c'est être haut fonctionnaire ? Je ne crois pas. Je pense qu'on imprime aussi une marque politique. Je n'ai pas eu le sentiment que Jean Castex le fasse. Alors peut-être que dans cette période, ça convenait d'avoir un haut fonctionnaire, au fond, qui exerce un rôle de super-préfet comme Premier ministre. C'est oublier un peu vite que dans la Ve République, le Premier ministre, c'est pas qu'un super-préfet, c'est aussi une personnalité politique. Ça n'enlève rien sûrement à ses qualités humaines, je ne le connais pas assez pour avoir à le juger. Je dis juste qu'on s'est peut-être habitué à ce que le Premier ministre, notamment avec Jean Castex, n'ait pas une empreinte politique particulière. Ça en a arrangé quelques-uns. Moi, je ne suis pas sûr que ça fasse du bien à la démocratie. Vous nous direz tout à l'heure ce que vous pensez du nouveau chef, de la nouvelle chef du gouvernement. Je voudrais d'abord, avant cela, si vous voulez bien, venir sur quelques questions importantes qui sont des questions européennes. On n'oublie jamais qu'on est sur un fond de guerre en Ukraine. Et il y a eu un événement historique hier, c'est que la Finlande a officiellement demandé son adhésion à l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Or, précisément, la Russie a justifié l'invasion de l'Ukraine par le seul fait qu'elle se sentait menacée par cette OTAN. Est-ce qu'il faut que l'OTAN accueille en effet, elle a dit qu'elle le ferait, mais est-ce que vous êtes favorable à ce que la Finlande arrive au plus vite dans les rangs de l'OTAN ? Oui, j'y suis favorable, personnellement. Est-ce que vous ne craignez pas des conséquences ? Mais le sujet n'est plus de savoir ce qui peut fâcher ou pas Vladimir Poutine. Jusque-là, on a avancé tactiquement en se demandant ce qui allait pouvoir le fâcher. Parfois même, je pense qu'on a cherché des excuses à ce qui est inexcusable aujourd'hui. Donc peu importe les décisions qui seront prises, si elles conviennent ou pas à Vladimir Poutine. Aujourd'hui, Vladimir Poutine est pour moi sorti du jeu international, définitivement. Donc nous n'avons plus de discussion à avoir. C'est un point pour moi absolument ferme et catégorique. Et donc l'adhésion à l'OTAN, pour moi, est la meilleure manière de protéger les territoires autour de l'Ukraine. Et je pense que c'est la priorité aujourd'hui. On rappelle que la Finlande a 1300 km de frontière avec la Russie, ce qui la rend particulièrement
évidemment vulnérable à d'éventuelles représailles, comme l'a dit Vladimir Poutine, et que la Suède aussi a emboîté le pas à la demande. Il ne faut pas humilier la Russie, a dit Emmanuel Macron il y a une semaine à Strasbourg dans un discours sur l'Europe. Il évoquait des futures négociations de paix. Est-ce qu'il a raison ? Il a raison, il ne faut pas humilier la Russie et le peuple russe. Il a raison de le dire parce que Zelensky... je ne sais pas s'il a raison de le dire. Voilà. Donc la question, c'est qu'est-ce n'a pas apprécié du tout. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot ? Est-ce que la vraie réflexion, c'est de ne pas humilier la Russie ? Évidemment, personne n'a humilié la Russie. Mais est-ce qu'il se cache derrière cela la volonté de rediscuter avec Vladimir Poutine lui-même ? Ça, c'est une autre affaire. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent aujourd'hui que Vladimir Poutine est disqualifié de la diplomatie internationale. On ne peut pas en permanence tout excuser de Vladimir Poutine. Il y aura demain des crimes de guerre à juger, et si ces crimes de guerre s'avèrent, comme manifestement c'est le cas, être vrais, Vladimir Poutine ne sera plus un interlocuteur politique. Et je ne suis donc pas certain que dans la déclaration du président de la République, il y ait un acte de courage. J'ai plutôt le sentiment que c'est une manière de commencer à amorcer des discussions avec Poutine. Des concessions. Oui. C'est ce que craint tout de suite, évidemment, l'Ukraine, des concessions territoriales, d'ailleurs reproché à Emmanuel Macron d'aller déjà sur ce terrain. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que depuis désormais quasiment un mois, nous ne savons rien des discussions qui sont menées entre différents pays et Vladimir Poutine. Vous pensez qu'il y en a ? Qu'il y a de la négociation déjà ? En tous les cas, des discussions, puisque le chef de l'État français dit lui-même qu'il continue à avoir des contacts et des discussions. Et nous n'avons pas le moindre écho de tout cela. Alors je comprends que la diplomatie n'est pas une affaire qui Vous exagérez un peu. On a un communiqué de l'Élysée qui nous explique que, par exemple, Emmanuel Macron plaide pour des couloirs humanitaires, qu'il demande des cessez-le-feu. Voilà. Sur la gestion de l'urgence, je suis d'accord, il y a une transparence. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des négociations qui sont engagées, y compris sur les frontières territoriales ? Vous pensez qu'il y en a territoriales et qu'on ne le sait pas ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les différents indicateurs qui sont annoncés, les différentes déclarations, me poussent plutôt à penser cela. J'entends que la diplomatie est une affaire qui ne s'étale pas dans les médias, évidemment, mais je dis aussi que viendra un moment où la décision que la France prendra au nom de l'Europe, pour ce qui est d'Emmanuel Macron, de discussion ou pas avec la Russie, aura des conséquences de très long terme sur la gestion de la diplomatie du monde. C'est cela dont il s'agit. Donc là, nous sommes en train de gérer cela. Aurélien Pradier, une question qui, évidemment, j'imagine, vous interpelle aussi. C'est la déclaration d'Emmanuel Macron qui propose non pas que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne tout de suite, pas le 28e pays, il y en a plein d'autres qui demandent à entrer dans l'Union européenne, mais en tout cas l'Ukraine pas tout de suite. En revanche, oui, pour une communauté politique qui serait à côté de l'Union européenne et qui permettrait à ces pays de partager un certain nombre de valeurs et même d'éléments pratiques, le marché par exemple commun si je puis dire, mais la liberté de circulation des biens, mais pas d'être vraiment au cœur du réacteur européen. C'est une bonne idée ? Qu'est-ce que l'Union européenne ? Est-ce que l'Union européenne est un outil qui sert seulement à protéger contre des interventions militaires, à protéger contre des interventions économiques, ou est-ce que c'est plus que ça ? Moi, je pense que l'Union européenne, c'est beaucoup plus que ça. Et si l'on veut que l'Union européenne soit forte, il faut qu'elle ait une culture commune, qu'elle ait une histoire commune. Je ne suis pas certain que nous l'ayons avec l'Ukraine. En revanche, tout cela dit quoi ? Tout cela dit que nous n'avons pas d'outils aujourd'hui de protection internationale, y compris l'OTAN. L'OTAN ne fonctionne pas. Est-ce que l'idée de cette communauté politique qui est donc à côté de l'Union européenne, c'est une bonne façon de dire à l'Ukraine, oui, peut-être plus tard, en attendant, déjà partageons des valeurs. Vous êtes une démocratie comme nous, il faut juste que vous réglier certains problèmes. Oui, qui ne sont pas des détails d'ailleurs. Non. Mais qu'est-ce qu'une communauté politique ? Qu'est-ce qu'une communauté européenne à côté de l'Union européenne ? C'est ça que je ne comprends pas aujourd'hui. Moi, je suis prêt à avoir cette discussion pour peu qu'on n'utilise pas l'Union européenne à toutes les sauces, pour le dire simplement. S'il est utile d'avoir une périphérie qui permet de protéger, qui permet d'embarquer dans une aventure politique commune, pourquoi pas ? Encore faut-il le définir. Une communauté politique, ce sont des mots, et des mots assez vains à ce stade. C'est une journée politique pas comme les autres. On va continuer d'en parler avec Brigitte Boucher et Tam Tranoui. Mais d'abord, nous allons rejoindre évidemment Vincent Roux. Bonjour Vincent. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Aurélien Pradier. Il est en train de boire un verre d'eau. Il vous répond.
Voilà. Bonsoir. Il faut que je lui pose une question peut-être avant. Alors, on va faire un petit pas de côté, mais c'est dans l'actualité de cette journée, plus exactement de cette soirée. Le conseil municipal de Grenoble va peut-être voter, en tous les cas, il va en débattre, de l'autorisation du burkini dans les piscines. Si le vote est favorable, le préfet de l'Isère a déjà prévenu qu'il saisirait le tribunal administratif. Et auparavant, Laurent Wauquiez, président LR de la région Rhône-Alpes et Auvergne, a dit qu'il couperait les subventions à la mairie de Grenoble. Est-ce que vous êtes sur leur longueur d'onde ? Oui, totalement. Et je vais l'expliquer. Je considère que ce dont la République souffre sûrement le plus depuis de nombreuses années, c'est d'avoir des attaques que jusque-là on a minimisées, banalisées et qui portent un message beaucoup plus grave que ce que certains veulent bien dire. Le burkini, ce n'est pas seulement un vêtement, c'est un geste politique. D'ailleurs, on voit bien la manière dont le débat est porté. Il n'est pas porté que sur la question vestimentaire. Moi, je suis un républicain. Je sais à quel point l'espace de la République est un espace qu'on doit protéger de tous les signes religieux notamment, et le protéger absolument, définitivement et fermement. Donc il n'y a pas, pour moi, l'ombre d'un doute. Et je vais même vous dire, je pense que ceux qui, parmi la classe politique, défendent, excusent ce genre de percées ne sont pas totalement républicains. Les promoteurs de cette mesure disent que, d'un autre côté, ils sont là pour l'autorisation d'arriver librement, de choisir librement sa tenue à la piscine. Le burkini pour les unes, le topless pour les autres. Oui, mais enfin, écoutez, tout ça, ça commence à bien faire. S'il y a un seul de ces militants qui croit vraiment que le burkini n'est qu'une mode vestimentaire, c'est que ou il est totalement ignorant, ou il nous prend pour des imbéciles. Et je le redis, ce qui se joue derrière, ce n'est pas un détail. Ce qui se joue derrière, c'est sûrement un affrontement entre ceux qui croient profondément à la République, à l'exigence de la République, et ceux qui n'y croient pas ou qui n'y croient plus. Couper les subventions, comme le propose Laurent Wauquiez, qui menace de le faire pour Grenoble. Il est le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À quoi ça sert, dans le fond ? Il va priver de piscine tous ceux qui portent un burkini, mais aussi tous ceux qui ne portent un maillot de bain. Franchement, est-ce que... C'est toute la difficulté du moment. Laurent Wauquiez a totalement raison d'utiliser les moyens qui sont les siens. Mais au fond, on ne devrait pas avoir ce débat. C'est la loi de la République qui devrait fixer les règles définitives. Mais est-ce que la mesure de rétorsion est appropriée ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le combat que mène Laurent Wauquiez, avec les moyens de président de région qui sont les siens, est un bon combat et qu'il doit continuer à le mener. Je dis juste bon combat, moyen peut-être discutable. Il le fait avec les moyens qui sont les siens. C'est à la loi de la République de mener ce combat-là. Et d'ailleurs, le préfet a été saisi. Et il a tout à fait raison, non seulement d'être saisi, exactement, d'aller jusqu'au bout. J'espère que la justice administrative donnera raison. Et si ce n'est pas le cas, il faut que la loi de la République clarifie définitivement ce débat-là. Merci Vincent. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine en direct du Figaro Live. En face de vous, Brigitte Boucher, Tam Tranoui. Mesdames, c'est Brigitte qui commence ce soir avec des questions qui intéresse votre groupe. Bonsoir Aurélien Pradier. Je voulais vous parler de Damien Abad, qui est le président du groupe Les Républicains ici à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il n'aura pas de candidat Renaissance face à lui aux élections législatives. Est-ce que pour vous, du coup, c'est un traître ? Écoutez, moi je gère déjà ma propre conscience, ce qui est pas mal, donc je ne vais pas gérer la conscience des autres. Moi je serais très heureux le soir du premier et du deuxième tour des élections législatives d'avoir gagné dans ma circonscription sous mes couleurs, sans que personne ne m'ait fait un petit monte-escalier pour que ce soit plus facile. C'est un monte-escalier là pour Damien Abad. Mais vous pensez qu'il a négocié quelque chose ? Il y a quelque chose derrière ? Il y a un deal derrière pour vous ? Peut-être qu'on peut essayer pour que nos concitoyens et nos téléspectateurs se portent mieux d'arrêter de se prendre les autres pour des imbéciles. Oui, évidemment que quand dans votre circonscription vous n'avez pas de candidat à La République En Marche, que le secrétaire général de La République En Marche dit qu'il le fait par bienveillance à votre égard, c'est que vous avez discuté. Il le fait en responsabilité parce que Damien Abad aurait appelé à voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour face à Marine Le Pen. Tout ça, c'est du baratin. Enfin, excusez-moi. Mais je pense que la classe politique gagnerait à assumer les choix que chacun fait. Si Damien Abad veut demain rejoindre la majorité, qu'il assume de le faire. Et j'aurai un désaccord profond avec lui, et je le lui dirai. Ce qui pour moi est devenu insupportable dans l'attitude politique, c'est le fait de ne même pas assumer
jamais les choix que l'on fait soi-même. Donc vous lui demandez de clarifier avant le 20 mai, qui est la date limite de dépôt des candidatures, vous lui demandez de clarifier. Je lui demande à lui, comme aux autres, de cesser de prendre ses amis, ses collègues et les Français pour des imbéciles. Ça ferait du bien à la démocratie. Vous lui demandez de démissionner du poste de président Non, mais du coup, ça se traduit comment? Vous lui dites, vous voulez l'exclure arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Donc ça veut ce que dire... je vous dis là, je le lui ai dit. Oui, mais donc vous attendez quoi de lui? Je lui ai dit, si tu veux rejoindre la majorité, tu le fais maintenant, tu en assumeras les conséquences, et puis si tu le fais, c'est que tu l'auras choisi, donc tu es un grand garçon, mais arrêtons d'avoir le cul entre deux chaises, pardonnez-moi d'avoir une expression un peu brutale, parce que c'est insupportable pour la démocratie, c'est insupportable pour les camarades, pour les compagnons politiques, mais c'est insupportable pour nos concitoyens. Mais s'il ne le fait pas, vous n'allez pas l'exclure par avance des Républicains, par exemple. Je ne sais pas ce qu'il fera. De toute façon, lorsque... vous prenez les électeurs et les Français pour des imbéciles, vous le payez tôt ou tard. Si c'est pas là, c'est après. Ça se paye un jour. Vous avez un candidat de substitution éventuellement, si toutefois il rejoignait les rangs de la majorité? Tout est prêt dans tous les cas pour faire en sorte que si les uns et les autres rejoignaient les rangs de la majorité, ce qui est leur choix le plus strict, alors nous ayons notre position claire qui est d'envoyer un candidat sous nos couleurs. Voilà. Alors, vous êtes très clair avec Damien Abad, est-ce que vous le serez aussi avec Éric Ciotti? Tout sera fait effectivement autour de Damien Abad. Éric Ciotti, lui, n'a pas de candidat reconquête face à lui. Est-ce qu'il doit, lui, clarifier sa situation vis-à-vis de l'extrême droite? Je n'ai jamais été borgne dans mes analyses politiques. Ce qui vaut d'un côté vaut de l'autre. Moi, je serais très malheureux, très mal à l'aise d'avoir été élu avec l'aide de La République En Marche. Je serais tout aussi malheureux et mal à l'aise d'avoir été élu avec l'aide d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Exactement de la même manière. On n'entend pas du tout avoir le même discours. Ah, écoutez, moi je l'ai tenu constamment. C'est très clair, vous le dites aussi? Je l'ai tenu Il est entre deux chaises, lui aussi? Je l'ai tenu constamment, ce discours-là, depuis l'origine. Et je pense qu'on ne gagne jamais à ne pas être clair ni d'un côté ni de l'autre. Moi, je serais Éric Ciotti, je prierai tous les soirs pour avoir un candidat d'Éric Zemmour face à moi. Ah, parce que vous pensez que c'est un hasard? Ah, je ne sais pas si c'est un hasard. Comme pour de la même façon que vous pensez que Damien Abad l'a fait parce qu'il a négocié quelque chose. Il en attend quelque chose. Éric Ciotti attend quoi? J'en sais rien, vous lui poserez la question. Je sais juste que dans ces situations-là, on est sanctionné par les électeurs, tôt ou tard. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et par LR, est-ce qu'on est sanctionné par LR? Oui, il le faudra. Il le faudra? Il le faudra. Pour Éric Ciotti aussi. Tous ceux qui auront la tentation de vouloir jouer une aventure d'arrière-boutique, de deal politique, en perdant leur âme politique, devront être sanctionnés. Je ne suis pas là en train de faire l'inquisiteur, je suis juste en train de dire que la politique, c'est d'abord une affaire de clarté. Pas pour son parti politique, mais pour respecter les Français. Ça ferait du bien de les respecter. Alors, il y en a qui sont... juste la question, juste avant, que vous avez posée, Tam. Est-ce qu'il a, lui aussi, le cul entre les chaises? Dans cette situation-là, oui. D'accord. Mais lorsqu'on l'interroge, il nous dit clairement, je lui ai posé la question, Éric Ciotti, qu'en l'occurrence, il ne l'avait pas souhaité. Donc espérons qu'Éric Zemmour mette un candidat. Il y en a qui ont clarifié leur situation. Constance Le Grip, Robin Reda, Marine Brenier, Jean-Carl Grelier. Avant eux, il y a eu Éric Woerth. Eux, ils ont franchi le Rubicon. Ils sont allés du côté de Renaissance. Ils ont donc choisi leur chaise. Est-ce qu'ils vont vous manquer? Non. Mais je pense que je ne leur manquerai pas non plus. Pour ce qui est d'Éric Woerth, il ne me manquera pas et je ne lui manquerai pas non plus. Non, en fait, je sais qu'il y a toujours des considérations locales, etc. Mais la politique, c'est quoi? Est-ce que la politique, c'est de sauver son poste à tout prix, quelle que soit la combinaison, ou est-ce que c'est d'avoir un peu de panache? C'est ça que vous vous dites? Oui, c'est ce que je me dis. C'est parce qu'il y a des configurations locales, c'est des petits arrangements électoralistes? Ce sont les excuses qu'il se trouve. Moi, je trouve ça triste. Vous voyez, je trouve ça triste. Moi, je trouve que la politique, c'est beau. Pardon, je vais paraître un peu idiot en disant ça, je trouve que c'est beau. Je suis engagé à 16 ans, je trouve que c'est beau la politique. Et ça se fait de la plus belle manière. On n'est pas parfait, on n'est pas des héros, mais la droiture politique, la vertu dans le comportement politique, ce n'est pas un détail. Et donc beaucoup des députés que vous citez ont passé 5 ans à critiquer Emmanuel Macron. Comment est-ce qu'en l'espace de quelques nuits, on en devient un fan absolu ? Tout ça, c'était insupportable. C'est un retournement de veste pour vous? Oui, mais c'est assez banal. C'est assez classique en politique. Non, c'est pas classique. C'est pas classique, c'est triste, c'est même un peu misérable. Et je pense qu'il faut mettre des mots sur les choses. Quelqu'un qui trahit sa famille politique pour une gamelle, c'est un traître politique. Point à la ligne. Et arrêtons d'habiller tout ça. On peut évoluer. Mais quelles convictions? Pardonnez-moi, mais oui, enfin, Éric Woerth a passé 5 ans à expliquer à quel point Emmanuel Macron était un mauvais président de la République. Il n'y a pas d'évolution si ce n'est de l'opportunisme politique. Et je pense qu'on soignerait un peu notre démocratie à mettre des mots sur les comportements, même quand ce ne sont pas de beaux comportements. Il n'y a peut-être pas que de l'opportunisme
politique. C'était une ligne qui pouvait être aussi prônée par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, une figure tutélaire de votre parti. Finalement, ils ne sont pas si nombreux. Est-ce que ça, c'est du coup un échec personnel de Nicolas Sarkozy ? Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Nicolas Sarkozy. Je l'ai beaucoup respecté, je le respecte toujours. Vous ne l'avez pas envoyé dire, d'ailleurs. Non, mais parce que je pense que de temps en temps, c'est bien de dire les choses. J'ai dit qu'il fallait rompre avec le sarkozysme, il faut tourner une page. Beaucoup de monde le pense. Personne n'osait vraiment le dire. Je n'ai pas eu le sentiment d'avoir passé le bûcher en le disant. Et peut-être même que j'ai, y compris, rendu service à Nicolas Sarkozy en lui permettant de se libérer d'une famille politique qui, manifestement, n'est plus tout à fait la sienne. Je dis toujours, j'ai appris de Nicolas Sarkozy que le courage en politique, c'était la rupture. Ben voilà, il faut rompre avec le passé, y compris avec les pages du sarkozysme. C'est l'homme du passé, Nicolas Sarkozy ? Non, mais c'est notre histoire politique. Mais l'histoire politique, ça ne fait pas tout l'avenir politique. Comment voulez-vous demain que nous reconstruisions la droite si en permanence on doit aller quémander aux uns et aux autres de nos anciens tel ou tel soutien, telle ou telle bénédiction ? C'est pas comme ça que l'aventure politique se fait. Nicolas Sarkozy lui-même, lorsqu'il part à la conquête du pouvoir, le fait en rupture avec Jacques Chirac. Et c'est comme ça qu'il va devant les Français. Et donc c'est un moment où sûrement qu'il faut tourner ses pages. Un désaccord désormais politique avec Nicolas Sarkozy, ça ne m'empêchera pas de continuer à avoir du respect pour lui, mais je continuerai à dire qu'il faut tourner la page du sarkozysme. Alors en tout cas, tous ces départs de députés et le score réalisé par votre candidate à la présidentielle réduisent vos chances d'avoir un groupe important à l'Assemblée nationale. Vous êtes un peu plus de 100 aujourd'hui. Vous êtes inquiet sur les législatives ? Pas tant que ça. Alors, je suis peut-être froide le plus possible, d'abord parce que je suis en campagne électorale tous les jours, donc on a parfois un peu de mal à être lucide. Mais qu'est-ce qui fait l'élection d'un député ? Ce qui fait l'élection d'un député, qu'on sous-estime beaucoup, c'est la reconnaissance locale. Alors, parfois, on balaye ça d'un revers de main en disant « c'est pas très important ». Si, le lien humain qu'on peut avoir avec ses concitoyens, c'est quand même un élément essentiel de la politique. La politique, c'est pas qu'une affaire d'étiquette. Et je sais que les députés des Républicains sont parmi ceux qui sont le plus ancrés dans les territoires, qui ont le plus de liens avec leurs concitoyens. Et ça peut créer fondamentalement... Sauf que les socialistes l'étaient également, et après la défaite de François Hollande, ils se retrouvaient avec un groupe d'une trentaine de députés. Est-ce que vous pensez que vous pourrez avoir plus de 30 députés à l'Assemblée nationale ? Je le pense. Je pense même qu'on peut surprendre. Je pense que Jean-Luc Mélenchon et ses candidats téléguidés, qui sont de véritables marionnettes, n'auront pas les scores qui sont annoncés. Vous pensez être le premier groupe d'opposition ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de pronostic Mais vous espérez combien de députés ? J'en sais rien. Je n'ai jamais joué au loto et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Vous le savez, mais vous n'avez pas envie de... C'est plus que du loto, quand même. Là, vous avez votre stratégie. En réalité, je n'en sais rien. Mais je pense que nous pouvons surprendre et que nous serons, comme nous l'avons été durant 5 ans à l'Assemblée nationale, une opposition solide. Peut-être même Pourquoi que vous surprendriez après le score que vous avez fait après ? Eh bien justement, parce qu'on s'attend à ce que nous disparaissions, et nous ne disparaîtrons pas parce que l'ancrage des députés, les Républicains, est une véritable puissance électorale. Et vous le verrez, j'en suis certain, lors des élections législatives. Alors, on aimerait bien connaître votre stratégie en cas de deuxième tour. S'il y a Renaissance contre le Rassemblement national, est-ce que c'est la même stratégie qu'à la présidentielle, c'est-à-dire aucune voix pour le RN ? Et est-ce que c'est la même stratégie s'il y a Renaissance face à LFI, aucune voix pour LFI ? Bon, pardonnez-moi, mais je ne suis pas sûr d'avoir tous les scénarios en tête. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous décevoir, mais pour moi, l'objectif, c'est que les députés candidats, les Républicains, soient le plus haut possible au premier tour. Vous votez en touche, là. Oui, mais parce que Il y aura forcément des duels où vous ne serez pas, vous ne serez pas là. Et vous m'interrogerez à ce moment-là, je vous répondrai. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que jamais je n'ai fait la moindre courte échelle à l'extrême droite, que je considère que Marine Le Pen comme Éric Zemmour sont les tenants d'une extrême droite et que jamais, dans mon parcours politique, vous ne m'entendrez être faible à leur égard. Jamais. Qu'est-ce que vous pensez de la posture de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, qui se voit Premier ministre, qui espère avoir du poids à l'Assemblée nationale, être le premier groupe d'opposition, présider peut-être la commission des finances ? Est-ce que l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, depuis quelques années et singulièrement depuis quelques jours, est une attitude républicaine ? Pardon de poser le débat. Je vais vous dire pourquoi je me pose cette question. Je n'ai pas la réponse. D'abord, je le vois piétiner le fonctionnement de nos institutions. Le fait de s'autoproclamer potentiellement Premier ministre, pardon de vous dire que ce n'est pas la règle de fonctionnement de nos institutions. Et quand on est un républicain, aussi cultivé que Jean-Luc Mélenchon, on ne peut pas ignorer qu'il fait une entorse au fonctionnement républicain de notre démocratie. C'est pas un bon coup politique ? Ah non, je pense que c'est un bon coup médiatique, mais je pense que c'est un mauvais coup politique. Parce que ce que j'entends, y compris chez moi depuis
quelques jours, c'est le fait que Jean-Luc Mélenchon inquiète. Il ne rassure pas, il inquiète. Il inquiète parce qu'on le voit, je le redis, pousser les barrières de tout ce qui faisait les garde-fous de notre République, de notre organisation, progressivement. Peut-être même que nos concitoyens se rendent compte que depuis 5 ans à l'Assemblée nationale, la première vocation des députés insoumis a été de bordéliser l'Assemblée nationale, et qu'une démocratie n'est pas faite pour être bloquée. Une démocratie, elle est faite pour fonctionner. Je ne suis pas certain qu'avec Jean-Luc Mélenchon majoritaire, notre démocratie... En attendant, fonctionne. il est parvenu à rassembler autour de lui de nombreuses forces de gauche, y compris le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste. Il arrive à organiser la gauche. Il n'est pas seulement en train de bordéliser l'Assemblée nationale. Non, mais moi, cette partie-là ne m'intéresse pas. Ce que je crois, c'est qu'il n'a pas rassemblé grand monde. Ce que je crois, c'est qu'il a tué le Parti socialiste. Ça, c'est l'affaire du Parti socialiste. Mais est-ce qu'il ne répond pas à une demande de radicalité qui est forte ? C'est une vraie question. Vous le savez. C'est une vraie question. Et est-ce que le politique doit y céder ? C'est ça la vraie question. Est-ce que le rôle du politique, c'est d'être demain des agitateurs ? Est-ce que c'est cela ? Moi, vous m'avez souvent entendu dans mes propos être radical dans les réformes à mener, dans les projets à porter, parfois dans les mots que je prononce. Mais pour autant, vous ne m'avez jamais entendu dépasser les limites de ce que font sont les règles républicaines. Aux aspirations des électeurs, si l'on en juge par le score de la présidentielle, avec la gauche qui est partie du côté d'Emmanuel Macron, et donc il reste un espace de radicalité. Voilà une question fondamentale que vous posez. Est-ce que le rôle du politique est d'attiser les haines ? Je ne le crois ni pour Éric Zemmour, ni pour Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que ce n'est pas le rôle de la politique. C'est tellement facile d'être la caisse de résonance de toutes les haines. C'est tellement simple. La vraie difficulté, mais aussi la vraie beauté, la vraie noblesse de la politique, c'est d'être capable de récolter ces haines, de les entendre et d'y apporter des solutions. C'est tout l'inverse de ce que fait Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Alors justement, on va parler un peu de solutions, en tout cas de ce que veut faire Emmanuel Macron en ce début de quinquennat. Il annonce un projet de loi de finances rectificative pour le mois de juillet. Un premier texte avec de nombreuses mesures de soutien au pouvoir d'achat, chèque alimentation, dégel du point d'indice des fonctionnaires, réindexation des retraites, etc., etc. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Est-ce que vous allez, voter ces mesures ? Je les verrai. Nous aurons là, comme première urgence, à gérer le pouvoir d'achat immédiat. C'est une certitude. Voilà. Donc, ce collectif budgétaire, il propose des mesures concrètes dans ce collectif budgétaire. Nous en débattrons, mais c'est certain qu'on ne peut pas laisser les Français dans la situation désastreuse dans laquelle ils sont aujourd'hui. Il n'empêchera qu'il nous faudra ensuite traiter tous les problèmes de fond que nous n'avons pas traités. La question de la réforme des retraites, la question des salaires, qui pour moi est un sujet absolument central. Vous proposez toujours l'augmentation des salaires telle qu'elle était prévue dans le programme de Valérie Pécresse ? Moi, ce que je propose, c'est que nous reposions la question de quel sens ont les salaires aujourd'hui. Quel sens a le salaire d'une aide à domicile qui fait un travail extrêmement difficile et qui est payé un salaire de misère ? Quel est le sens d'un trader qui va gagner des centaines de milliers d'euros en l'espace de quelques secondes ? Mais ça se traduit comment en politique publique ? Ça se traduit par la question de la participation. Moi, je souhaite que nous ayons une grande conférence qui ne soit pas là pour blablater, mais qui repose la question de la structuration des salaires. Intégrons une part de participation pour une aide médicale, ça se passe comment ? Oui, on peut tout à fait le faire. Pour des fonctionnaires, on peut tout à fait le faire. Pour ceux qui sont aujourd'hui des métiers de service, on peut tout à fait le faire, en considérant que la participation, elle n'est pas calée sur le bénéfice de l'entreprise, puisqu'il n'y en a pas, mais sur l'utilité sociale. C'est des réflexions que les économistes... Et donc c'est l'État qui paye l'intéressement ? C'est l'État qui paye l'intéressement, oui, bien sûr. C'est pas mieux le salaire ? Parce qu'un salaire, ça permet... Mais l'intéressement fait partie du salaire. Si demain on le retravaille, il fait partie du salaire. On a l'impression c'est une vieille mesure que défendait le général de Gaulle. On a l'impression que ça n'avance pas beaucoup là-dessus. Oui, et puis surtout, notre économie a fondamentalement changé. Toute l'ubérisation de la société est pour moi un sujet absolument colossal. Est-ce que l'idée que nous nous faisons du travail aujourd'hui, ce sont des jeunes gens qui, à 2h du matin, livrent des sushis sur un vélo, sans aucune protection sociale et avec un salaire de misère ? C'est pas l'idée que je me fais du travail. C'est un point d'accord avec la France insoumise, pour le coup, qui a porté ces mesures-là au niveau européen. Peut-être que la seule radicalité commune que j'ai avec la France insoumise, c'est de vouloir changer les choses. Sur l'ubérisation, en tout cas. De vouloir changer la vie de mes concitoyens. Sauf que nous ne le faisons pas de la même manière. Mais si on comprend bien, vous voterez toutes les mesures d'urgence et vous demandez une réflexion beaucoup plus approfondie sur le sens des salaires et donc la juste rémunération des Français à leur poste. Donc vous voterez le chèque alimentation, vous voterez l'indexation des retraites sur l'inflation. Vous savez comment fonctionne notre Assemblée, on va en débattre. Vous verrez le détail du texte. J'apporterai des mesures sûrement supplémentaires et complémentaires, peut-être qu'il y a des choses qui ne me conviendront pas, mais tout ce qui permettra de répondre à l'urgence de pouvoir d'achat de nos concitoyens, il faudra évidemment le soutenir. Juste, la suppression de la redevance, c'est une mesure pouvoir d'achat pour vous et est-ce que c'est bon ?
Oui, c'est une bonne mesure. D'ailleurs, proposée à votre candidate. Elle a été proposée par notre candidate, elle a été proposée par plusieurs députés Les Républicains depuis plusieurs années. Là aussi, vous voyez, sur ce sujet, comme sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, si le président de la République et l'ensemble de ses députés avaient écouté un peu plus les députés Les Républicains, on aurait gagné beaucoup de temps sur des sujets fondamentaux. Mais il y va, hein. Ce sont des positions qu'il est en train d'adopter. Parce que justement, poussé. C'est pour ça que les députés Les Républicains sont ceux qui ont été les plus utiles. Mais justement, sur la question des retraites, Emmanuel Macron est maintenant favorable à la retraite à 65 ans en 2030, 64 ans en 2028. Gérard Larcher, le président du Sénat, a souligné que c'est très proche de la réforme paramétrique que prône LR. Là encore, vous y êtes donc favorable ? Eh bien écoutez, quitte à détonner un peu, dans ma famille politique, je considère que la question de l'âge n'est pas une question essentielle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, vous êtes un peu seul dans votre parti. Je ne sais pas si je suis seul, mais ce sont mes convictions. Moi, je vais peut-être partir à 70 ans à la retraite, je ne serai pas physiquement cassé. Peut-être que nous ne le serons pas les uns et les autres. En revanche, quelqu'un qui aura travaillé jusqu'à 55 ans sur des chantiers en extérieur, dans des horaires de nuit, sera cassé. Donc la question de l'âge de départ, pour moi, n'est pas la question fondamentale. La question fondamentale, c'est la prise en compte de la pénibilité, pour de vrai. Ce qui est au programme, normalement. Et nous avions, à l'époque du débat, proposé un régime universel de pénibilité. J'avais été un des promoteurs de cette proposition, en considérant qu'à chaque fois qu'on avait passé une année dans un poste pénible, on devait pouvoir gagner un mois de départ en retraite, 1, 2, tout ça est à évaluer. Mais pour moi, la vraie porte d'entrée, c'est d'évaluer la pénibilité. Pas l'âge de départ. Et l'âge de départ sera calé sur la pénibilité de chacun. Ce qui est sûr, c'est que nous devrons travailler davantage, mais je ne demanderai pas demain à quelqu'un qui, pendant 40 ans, aura travaillé dans des conditions incroyablement difficiles, de travailler plus longtemps. Et donc on ne bouge pas pour vous. Ça n'exclut pas qu'il y ait des gens qui puissent travailler jusqu'à 65 ans. Bien sûr, et s'ils le veulent et s'ils le peuvent, bien sûr. Et certains, je le redis, auront des conditions de travail qui feront qu'à 70 ans, ils seront vous ne voulez pas toucher, vous ne voulez pas retarder le départ, ce qu'on appelle l'âge légal à la retraite. Ce que je souhaite, c'est que nous inversions notre réflexion. Et je pense qu'on prend le sujet à l'envers. Lorsqu'on se pose la question de l'âge, on prend le sujet à l'envers. La vraie question, c'est la porte d'entrée, c'est la pénibilité. Et donc je souhaite que dans le débat qui vient, nous nous posions la question de la pénibilité de chaque métier et en fonction, on verra l'âge de départ. La vraie question, c'est aussi le financement. Vous n'y êtes pas insensible. Le financement, l'augmentation du minimum vieillesse, le financement de la dépendance. Et tout ça, c'est le recul de l'âge légal. C'est nécessaire avec... Sur la question du financement est fondamentale. Mais enfin, aujourd'hui... Mais pour vous, il y a un problème de financement des retraites ou pas ? Parce que par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas de problème de financement des retraites. Il y a aujourd'hui un problème à long terme de financement des retraites. Il y a surtout un problème de justice et de lisibilité du système de retraite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez que ça ne coûte pas plus cher à la collectivité, à la société, d'avoir quelqu'un qui a 60 ans, parce qu'il ne pourra plus travailler, parce qu'il est physiquement cassé, va bénéficier d'autres minima sociaux, d'autres systèmes de prise en charge pour aller jusqu'à sa retraite? Ça coûte de toute façon à la collectivité. Et je préférerais donc que ce soit le régime de retraite qui soit plus juste. Réforme, oui, mais réforme juste. Alors, la charge de la dette va s'alourdir dans les prochains mois. Est-ce que vous continuez, chez les Républicains, à plaider pour l'orthodoxie budgétaire ? Je ne sais pas ce que c'est que l'orthodoxie budgétaire. Disons respecter les 3% de déficit public et les critères de Maastricht. Le sujet, c'est plus un sujet comptable aujourd'hui. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on est capable de faire le ménage dans des financements, des dépenses qui sont inutiles, dans des agences de l'État notamment, mais on en parle depuis 10 ans, les agences régionales de santé, pour lesquelles j'ai le plus grand respect, enfin, il va falloir arrêter avec tout ça. Comment est-ce qu'on fait ce ménage-là ? Mais comment est-ce qu'on investit là où c'est nécessaire ? Comment on investit dans nos écoles ? Comment on investit dans nos hôpitaux, dans les salaires de nos soignants ? Parce que c'est un sujet prioritaire. Ce avec quoi il faut en finir, c'est la règle comptable des 300 000 postes de fonctionnaires supprimés. Parce et les 150 000 que vous défendiez à la présidentielle ? Ça ne veut rien dire. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un fonctionnaire en général. Il y a des fonctionnaires dont je connais précisément la mission. Et ce qu'il faut, c'est regarder les points les uns après les autres. Mais sur la dette, nous devrons avoir un débat politique. La dette est un objet politique. Ce n'est pas un objet financier ou comptable. C'est un objet politique. Que faisons-nous de la dette Covid ? Est-ce qu'elle devient une dette perpétuelle ou pas ? C'est une proposition que François Baroin avait à l'époque et que je soutiens. Et sur nos dettes d'investissement, comment nous les gérons à un niveau peut-être plus européen dans les années qui viennent ? C'est un vrai débat politique que nous n'avons pas eu jusque-là. Donc il faut aller renégocier les traités à Bruxelles sur cette question des critères budgétaires ? Naturellement les renégocier puisqu'ils ne sont plus appliqués déjà depuis bien longtemps.
Donc il faut les changer. Il faut clarifier en tout cas cette règle. C'est mieux de changer la règle plutôt que de faire semblant de ne pas l'appliquer. Plutôt d'y désobéir. C'est aujourd'hui la fin du port du masque dans les transports. Est-ce que vous demandez l'abrogation de la loi sur le pass vaccinal, ou est-ce que pour vous, il faut conserver quand même cette loi au cas où on aurait besoin de réactiver ce pass vaccinal ? Je ne souhaite pas que nous conservions les régimes d'exception. Donc il faut je ne souhaite pas que nous nous habituions au régime d'exception. Le pass sanitaire, le pass vaccinal relève d'un régime d'exception de notre démocratie. Tout ce qui relève du régime d'exception ne doit pas devenir une habitude. Et donc, dès que nous pouvons le retirer de notre corps législatif, il faut le faire, quitte à y revenir ensuite. Mais pour moi, c'est aujourd'hui une priorité. Ce que je crains le plus, c'est l'accoutumance que nous aurions les uns et les autres progressivement à des règles d'exception démocratique. On ne doit jamais s'y accoutumer. Donc c'est aujourd'hui le moment de l'abrogation ? Oui, mais je plaide cela depuis le départ en disant ne profitons pas du confort des régimes d'exception parce qu'ils sont confortables pour le pouvoir politique, mais ils sont néfastes à la démocratie. Alors néanmoins, on pourrait être en grande pénurie de médecins cet été. Comment est-ce que vous l'expliquez, malgré toutes les mesures qui ont été prises, notamment le Ségur de la santé, et beaucoup de mesures qui ont été prises en faveur des métiers médicaux après le Covid ? Pas seulement les médecins, aussi les infirmiers. Dans mon département, l'hôpital principal est aujourd'hui en plan blanc. Nous avons fermé des dizaines de lits parce que nous n'avons plus de soignants. Des infirmiers qui démissionnent, des infirmières qui démissionnent de leur métier. Et le Ségur n'a rien réglé. J'ose le dire, rien réglé. D'abord parce qu'il a créé des injustices, et ensuite parce que le fond du sujet, c'est pas le salaire. Le fond du sujet, ce sont les conditions de travail. Et donc, il nous faut en urgence réinvestir dans nos structures hospitalières, dans la médecine de ville, pour que nos soignants soient plus nombreux. Ça commence par là. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, on n'aura rien réglé. La proposition que nous avons portée durant les élections présidentielles, que je reprends à mon compte durant les élections législatives, de lutter contre les déserts médicaux, en permettant d'envoyer 4000 jeunes médecins en mission sur leur dernière année de formation dans les territoires, ça relève aussi de cette capacité à soigner à nouveau nos concitoyens, mais réinvestissons dans l'hôpital en urgence absolue. C'est une urgence vitale aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aller plus loin et est-ce qu'il faut faire des réquisitions de médecins, notamment face à cette situation qu'on anticipe pour l'été ? Mais vous réquisitionnez qui ? Le problème, c'est la pénurie aujourd'hui. Vous savez, sur les médecins... Est-ce qu'il faut leur demander de décaler leurs vacances, peut-être ? De pas partir en vacances. Tout ça, ce sont des pansements sur une jambe de bois. Oui, mais là, il y a une urgence. C'est ce qui se passe déjà dans les plans blancs. Lorsque les plans blancs sont déclenchés, vous avez déjà des réquisitions. Tout ça n'est rien de nouveau. Vous avez déjà des soignants, pardon de vous le dire, qui depuis 2 ans décalent leurs vacances. Vous allez comme moi dans les hôpitaux. Ça fait déjà 2 ans. Donc ça fait 2 ans que le gouvernement gère mal la crise ? Ça fait 2 ans qu'on gère la pénurie. Pardon, ça fait 15 ans qu'on gère la pénurie. Et sur ces sujets qui sont des sujets fondamentaux, il va falloir passer à une vraie révolution. Quand la droite était au pouvoir, elle n'a pas levé le numerus clausus. Je vous ai parlé de 15 ans, ça j'englobe à peu près tout le monde. La gauche, la droite, tout le monde a été dans le faux. Sauter définitivement, c'est une règle comptable d'ailleurs, appliquée par des petits comptables qui n'a absolument aucun sens. Pendant ce quinquennat, vous avez voté un certain nombre de textes avec la majorité. Par exemple, vous avez voté la réforme de la SNCF, les ordonnances travail, un certain nombre de lois d'urgence sur le Covid. Est-ce que vous allez continuer sur cette lignée pour ce prochain quinquennat ? Si votre question est de savoir si... Quel type d'opposition allez-vous pratiquer ? Lorsque les choses vont dans le bon sens, on les vote, évidemment. Mais je peux vous faire la liste aussi de tous les textes contre lesquels je me suis élevé face au gouvernement. Enfin, on ne gère pas une opposition, on n'est pas un bon opposant parce qu'on est bête et méchant. Moi, j'ai été très ferme avec le gouvernement, je continuerai à l'être. Il porte une politique que je ne partage pas et donc je continuerai à le faire. Et quand les textes vont dans le bon sens, il faudrait être absolument bête et méchant, stupide pour ne pas les voter. Ou alors il faudrait s'appeler la France Insoumise, ce qu'ils ont fait depuis 5 ans. Mais constructive ou pas, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que quand ça sert mon pays, je le soutiens. Mais il y a bien des situations où j'ai été en affrontement avec le gouvernement. Je prenais l'exemple de la France Insoumise. Depuis 5 ans, ça a été une volonté systématique de bloquer l'Assemblée. Moi, ce n'est pas ma volonté. Et ça ne m'empêche pas d'être extrêmement ferme à l'égard d'Emmanuel Macron et de ses politiques. Vous parlez de position constructive. Est-ce que vous seriez favorable à ce que LR participe à une commission transpartisane pour étudier les voies et moyens dans la réforme institutionnelle? C'est un souhait d'Emmanuel Macron. Moi, je connais une commission transpartisane qui est très intéressante, qui s'appelle l'Assemblée nationale. Et j'en ai plein les bottes de ces commissions, de ces bidules et de ces machins qui consistent à contourner la représentation nationale, c'est-à-dire l'Assemblée nationale.
Si un débat doit avoir lieu, c'est à l'Assemblée nationale, et pas autour d'une table entre gens bien choisis pour tenter de court-circuiter le fonctionnement normal de notre démocratie. Donc parce qu'il s'agit de faire des travaux préparatoires sur une réforme qui est peu consensuelle, on l'a bien vu pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais aussi de ses prédécesseurs. L'idée de défricher le terrain, faire des propositions qui puissent effectivement être acceptées par tous et ensuite débattues au Parlement. Vous dites c'est une perte de temps, on amuse la galerie? On a eu quelques expériences qui jusque-là ont plutôt consisté à amuser la galerie. Et je dis que tout ça peut se faire au sein de l'Assemblée nationale. On a des commissions spéciales, on a tout à fait les outils pour défricher, comme vous le dites parfaitement, avant que ça n'arrive en séance publique. Mais je le redis, c'est la représentation nationale qui doit reprendre la main sur le fonctionnement de la démocratie. Merci beaucoup Brigitte Etam pour toutes ces questions. Un mot sur le processus de choix du Premier ministre dont on parle aujourd'hui. Personne ne veut le job, a tweeté Jean-Luc Mélenchon, avant même de savoir quel était le choix ultime d'ailleurs d'Emmanuel Macron. C'est un CDD de mission d'intérim. Il revient sur son idée qu'il sera lui le Premier ministre. Personne ne veut le job. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit? Ou est-ce que vous diriez, comme Ségolène Royal, dans le fond, ça ne se refuse pas, Matignon? Est-ce que personne n'en veut? Je n'imagine pas. Je vois que ça se bouscule quand même un petit peu au portillon. Mais peut-être que ça pose une question plus fondamentale de ce qu'est aujourd'hui l'engagement politique. Et d'ailleurs, dans les profils qui circulent, dans les noms qui vont être peut-être annoncés, on voit bien que ce sont plus des profils de serviteurs. Il n'y a rien de péjoratif dans le mot de serviteur, que des profils de responsables politiques qui viendraient avec leur combat, avec leur personnalité, leur âme politique. Peut-être que c'est l'air du temps. Moi, ça ne me plaît pas beaucoup de voir au fond la vie politique devenir un grand champ de hauts fonctionnaires. Pourquoi? Parce que les hauts fonctionnaires, ils servent l'État. Jean Castex a été présenté comme un grand haut fonctionnaire avec un sens de l'intérêt général chevillé au corps. Mais je n'ai pas Vous n'admirez pas ça? Ah, je l'admire. Mais je considère que c'est une mission complémentaire de la mission politique. La mission du responsable politique n'est pas de se confondre avec les hauts fonctionnaires. Et quand je dis ça, c'est parce que je respecte profondément les hauts fonctionnaires. Le rôle du responsable politique, c'est de mener des combats auxquels il croit profondément, de ne jamais les abandonner, quitte à parfois bousculer les éléments établis par les hauts fonctionnaires. Ce que je ne souhaite pas... Jacques Chirac était un haut fonctionnaire qui a accompagné au plus près les préoccupations des Français. Jacques Chirac était tout sauf un haut fonctionnaire dans son comportement et dans son attitude. Ce que j'essaie simplement de dire, c'est que pour moi, la confusion des genres est un problème. Que ça peut paraître rassurant, mais pour moi, c'est inquiétant. Sophie Dravinel est face à vous, de la rédaction du Figaro. Elle a des tas de questions à vous poser. Oui, justement, bonjour Aurélien Pradier, c'est ce que vous dites de cet engagement politique. On voit bien que vous-même, vous avez un profil très politique, évidemment. Vous avez parlé de votre engagement tout à l'heure, nous l'avons tous entendu. À 16 ans de droiture politique, de vertu, on sent chez vous l'envie de servir. Vous parliez des serviteurs dans un sens positif aussi, pas seulement... voilà. Est-ce que vous senteriez de servir votre parti jusqu'à prétendre prendre la tête des Républicains au Congrès à l'automne prochain? Je crois à deux choses. D'abord, aux étapes. Je suis député pendant encore quelques semaines. Je ne suis pas certain de le redevenir. Ce sont les électeurs qui vont choisir. Et donc ma manière de les respecter aujourd'hui, c'est de ne pas leur dire « vous êtes un marchepied pour autre chose ». Moi, ce que je souhaite, plus que tout, c'est redevenir député de ma circonscription. Et puis ensuite, on verra. Mais je dois vous dire un autre mot de la suite. Moi, je crois à la conquête politique. Je crois que quand on y croit soi-même, on peut embarquer avec soi beaucoup de monde. C'est ça, la politique. Ce n'est pas une affaire de billard à 10 bandes, c'est une affaire de conquête. Et donc peut-être que mon profil paraît curieux, étonnant, c'est vrai. Non, classique. Oui, peut-être. Pas pareil, classique et étonnant. D'une autre époque politique, peut-être. Ouais. Enfin, je n'en sais rien, mais... peut-être même que sur le papier, si jamais la question... Cette autre période politique, d'ailleurs. Elle n'a pas été parfaite, toujours, mais je sais que j'ai admiré, plus jeune, des grands personnages politiques, à côté desquels je suis un tout petit, des Philippe Séguin, des Malraux, vous voyez que... Ah oui, c'est une filiation. Oui. Je ne me compare pas un seul instant à tout cela, mais je dis simplement que ce sont eux, des Chirac, des Pompidou, qui m'ont donné envie de faire de la politique parce que je trouvais que c'était beau. Il y avait 1000 défauts, évidemment, ce ne sont pas des saints, pas du tout ce que je dis, mais il y avait quelque chose de beau. Je comprenais ce qu'ils disaient et ce qu'ils voulaient faire. Et donc, si tout ça peut être utile à ma famille politique, je ne serai sûrement pas le seul à vouloir mener ces batailles. Est-ce que vous, quand même,
tous ceux qui vont éventuellement vous élire ou voter pour vous, là aux législatives, peuvent l'entendre, ça. C'est pas déshonorant d'avoir une ambition forte, parce que tous ceux dont vous parlez avaient cette ambition, ils l'exprimaient publiquement, y compris sans doute avant les échéances. Je veux dire, est-ce que vous ne pouvez pas, devant ceux qui vont vous élire, assumer cette ambition que vous auriez de servir votre parti, en plus de les servir eux localement? Vous savez, ça fait 5 ans que je suis député, et s'il y a 13 ans, vous m'auriez dit qu'un jour je serais député de mon pays, je ne l'aurais pas cru une seule seconde. Et donc je mesure chaque jour la chance de la confiance immense que l'on me fait. Immense, depuis mon plus jeune âge, dans l'Aude. Oui, mais là vous tournez autour du pot. Non, je ne tourne pas autour du pot. Je dis ça parce que jamais je n'ai grillé les étapes. Jamais. Et je ne souhaite pas le faire ni aujourd'hui, ni dans les semaines qui viennent. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je me sens aujourd'hui un peu plus solide pour mener des batailles auxquelles je n'aurais jamais pensé par le passé. Oui. Alors justement, si ça n'est pas celle de la direction du parti, est-ce que ça pourrait être au sein du groupe parlementaire pour en prendre la tête? Non, probablement pas. Et je ne sais pas de quoi les... Parce que je ne sais pas de quoi les jours à venir seront faits. Vous n'avez pas le goût pour ce leadership-là? Ce que j'ai appris... Alors que vous venez de répéter tout à l'heure que le Parlement était le lieu où vous pensiez que les débats les plus fondamentaux devaient se tenir. Ouais. C'est une belle mission. Surtout dans le cadre d'une réforme constitutionnelle, avec éventuellement une évolution du régime. Vous avez tout à fait raison. Je vous redis qu'on verra comment les choses arrivent. Ce que j'ai appris depuis 2 ans, c'est le goût du parti politique. Et ce, grâce à Christian Jacob. Le goût du parti politique. C'est notamment grâce à Christian Jacob parce que je n'ai pas été fabriqué dans un parti politique. Je suis un garçon assez solitaire, mon parcours est plutôt solitaire, personnel et politique. Et donc quand Christian Jacob me confie la mission de secrétaire général des Républicains, je me dis d'abord que je n'y arriverai jamais parce que pour moi le collectif, c'est pas un instinct premier. Et j'ai beaucoup appris de ce que le collectif amène à la bataille politique. C'est un apprentissage. Et donc c'est vrai que mener des aventures collectives n'était pas mon tempérament il y a quelque temps. Mais vous avez appris. Et que désormais, je l'ai appris et j'y prends goût, autant au parti politique que dans d'autres. Pas au point de diriger un groupe à l'Assemblée. Je vous redis, on en reparlera le moment venu. Non, mais vous avez tellement dit, Aurélien Pradier, que c'était le moment venu de la nouvelle génération. Ça a été votre mantra, vous l'avez dit vous en reparler. À plusieurs... alors allez-y, Sophie, non, mais justement, parce que moi, ce que je me posais comme question, cette nouvelle génération, vous avez parlé de Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Vous avez dit que vous aviez tourné la page, vous lui aviez même rendu service en assumant cette rupture pour une nouvelle génération. Est-ce que, justement, il n'a pas quand même été à l'origine, Nicolas Sarkozy aussi? Est-ce qu'il faut faire le bilan? Est-ce que ce n'est pas aux jeunes de faire le bilan de l'action qu'il a menée et d'aller jusqu'à dire qu'il est lui-même à l'origine d'une rupture dans votre parti, dans une ligne identitaire et dans une ligne plus sociale qui est la vôtre? C'est quand même lui, avec Patrick Buisson, qui a provoqué l'apparition de ceux qui, aujourd'hui, incarnent cette ligne identitaire. Est-ce que ça, on ne peut pas le dire plus clairement? Et d'ailleurs, je le dis. Je le dis que notre échec électoral, il vient depuis la ligne Buisson, avec tous les épisodes que nous avons connus. Donc après. Nicolas Sarkozy a été responsable. Oui, et je l'ai dit très clairement. Enfin, en tout cas, le choix de la deuxième campagne électorale, et les Français ont tranché. Est-ce que la nouvelle génération est utile? Oui. Elle est. Et ma volonté, c'est pas de faire une guerre de génération. Cette génération, elle ne peut pas clarifier les choses. Si, et c'est pour ça qu'elle est utile. Je pense que la nouvelle génération, elle est utile d'abord pour parler à des Français auxquels nous ne parlons plus. Et c'est utile y compris à d'autres générations dans ma famille politique, qui sentent bien que au moment où le RN a un jeune leader, au moment où les Insoumis a des jeunes leaders, au moment où Emmanuel Macron a fait monter une nouvelle génération, il faut aussi que la droite républicaine le fasse. Et puis, l'avantage de la nouvelle génération, c'est qu'elle peut plus facilement tourner des pages qui sont difficiles à tourner pour d'autres. Assumer, y compris jusqu'à assumer une rupture. Regardez, Julien Aubert propose des partis jumeaux, de faire 2 partis. Est-ce que c'est quelque chose que vous soutiendriez, vous? Non, ce que je souhaite, c'est que les Républicains soient à rebâtir. Ceux qui veulent partir, partiront. Ce qui est certain, c'est que... Il ne peut pas y avoir 2 partis frères. Je ne sais pas, frère, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais frères jumeaux ou opposés ou... Dans ces cas-là, on n'en fait qu'un seul. Non, mais tout ça, ce sont des tactiques. Les lignes sont réconciliables? Non, je ne sais pas si elles sont réconciliables. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas faire du consensus. C'est qu'après les législatives arrive une autre étape. Cette clarté d'une nouvelle génération. Il faudra clarté, mais il faudra clarifier. Vous savez, Chirac l'a fait sur la fracture sociale à l'époque, et je pense sûrement que notre génération, nous avons cette responsabilité. Mais c'est vraiment pas une guerre de génération. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeune génération chez les Républicains n'est pas une chance pour tout le monde?
Je sais que c'est pas hyper facile à entendre. Elle incarne des choses différentes, cette jeune génération. Et je pense que c'est ce que nous avons à faire. Et pour répondre pleinement à votre question, du coup je le ferai avec d'autres. Je prendrai mes responsabilités avec d'autres. Je mènerai les aventures que nous voulons mener. J'espère que ce sera au sein du parti, et je crois que c'est possible, en le refondant totalement jusqu'à son nom probablement. Mais tout ça sont des étapes qui viennent après. Ça vient sur le Congrès. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure des tentations d'arrière-boutique qui devaient être sanctionnées. On sent votre fermeté. Et c'est pour ça que je vous posais la question de savoir si vous vouliez prendre ce leadership, parce qu'on sent chez vous cette envie de brusquer ça. Et ces tentations d'arrière-boutique, par exemple. Pour un exemple concret, imaginons à l'Assemblée, ceux qui vont voter chez les LR, par exemple, la confiance au gouvernement. Est-ce que vous seriez favorable pour les exclure du parti, pour cela? Ils doivent s'exclure d'eux-mêmes, et s'ils ne le font pas, il faut les sortir. Il faut que les statuts les sortent. Mais il faut changer les... Normalement, on n'aurait pas à se poser ces questions. C'est la vertu qui devrait... Oui, mais il faudrait peut-être quand même... Oui, mais on va le rétablir. Et s'il faut aider à appliquer la vertu, on prendra des décisions nécessaires. Des femmes et des hommes pour vote de confiance. Des femmes et des hommes qui n'auraient rien à faire ensemble n'ont pas à se forcer à vivre ensemble, politiquement. Et c'est pas un drame. Pas un drame. Il faut que nous ayons demain une formation politique qui soit cohérente. Et je le redis, si certains veulent tenter des aventures sur leur côté très à droite ou sur leur côté très LREM, qu'ils le fassent. Tant qu'il restera quelques combattants pour remonter la boutique, ce sera suffisant pour le faire. Et vous savez, quand Chirac a lancé son aventure, ils n'étaient pas nombreux. Et je ne compare pas les périodes, mais je dis simplement que si nous retrouvons du sens dans le message que nous voulons porter, qui doit être un message populaire et pas identitaire, alors nous aurons un chemin, et ceux qui veulent porter cette aventure le feront, ceux qui ne veulent pas porteront leurs propres aventures. Est-ce que vous allez la porter avec Xavier Bertrand ? Xavier fait partie de ceux qui veulent porter cette aventure, mais Gérard Larcher aussi, Christian Jacob aussi, il y en a beaucoup d'autres. Et vous savez, mon travail depuis 6 mois, il est de parler avec tout le monde. Ce que je ne faisais pas nécessairement toujours. De parler y compris avec mes aînés, avec qui nous avons eu parfois des tensions, d'aller convaincre que ce que je défends n'est pas une lubie, que le message d'une droite populaire, c'est électoralement payant, mais surtout, c'est le cœur de la politique de pouvoir changer la vie de nos concitoyens. La métapolitique, tout ça, c'est de la littérature. Revenons à ce qui fait le cœur de la politique, s'occuper des problèmes des Français qui ne sont pas des petits problèmes. C'est à partir de ça qu'on fait une idéologie politique. C'est pas l'inverse. Un mot de Valérie Pécresse. Vous en avez assez peu parlé spontanément. Elle a été votre... D'abord, est-ce que vous avez eu des contacts avec elle récemment ? Pas dernièrement, juste après les présidentielles, oui. Est-ce que vous êtes au courant d'abord de sa grande préoccupation, où en est sa grande préoccupation, c'est-à-dire pouvoir honorer sa dette ? Est-ce qu'elle a réuni le million qui lui manque ? Je ne sais pas où elle en est aujourd'hui pour ne pas m'en être préoccupé directement. Vous lui avez donné ? Oui, on a été plusieurs à le faire. Et je pense que notre famille politique aidera pour ce qui est nécessaire, parce que ça a été notre candidate. Et là aussi, c'est une sorte de code d'honneur. On n'abandonne pas nos candidats en race campagne, ni matériellement, ni politiquement. Moi, je suis admiratif de sa solidité. Il y a plein de choses qu'on peut discuter dans sa campagne, mais cette solidité, pour moi, fait un immense respect que j'ai à son égard. Je la connaissais en réalité assez peu. Vous avez admiré sa pugnacité, et tout le monde au moins a pu l'observer. Quelle a été l'erreur majeure de la campagne ? Est-ce que vous avez fait cette analyse qui permet normalement de repartir sur des bases et vous prétendez pouvoir le faire ? Nous aurons à le faire dans les mois qui viennent, mais sûrement que la principale erreur est de n'avoir pas rompu avec tout ce qui nous tenait depuis des années. Nicolas Sarkozy en fait partie, des stratégies en font partie aussi. Moi, ça m'effraie de voir que, par exemple, la droite républicaine ne parle plus du tout à la jeunesse. Un parti politique qui ne parle plus à la jeunesse, c'est un parti politique qui ne parle pas aux Français. Et probablement que nous avons, au fond, géré cette campagne présidentielle avec des parts de marché électorales, en oubliant que notre dernière part de marché électoral, qui était celle de François Fillon, avait fondu comme neige au soleil. Ce qu'il faut désormais, c'est aller à la conquête d'un électorat qu'on a perdu. Et pour ça, il faut prendre des risques. Est-ce qu'on en a beaucoup pris durant cette campagne électorale ? C'est quoi prendre un risque ? Un risque de positionnement politique. Lorsque je prône le fait de reparler aux catégories les plus populaires, c'est un vrai risque politique. Oui, mais sur les retraites aussi. Avec la question des salaires, avec la question des retraites et de ce que j'évoquais tout à l'heure sur la pénibilité, avec la question de l'écologie. Que disons-nous sur l'écologie aujourd'hui ? Justement, ça a pêché dans la campagne, sans doute, peut-être de Valérie Pécresse, ce point de l'écologie. Oui, on sait que les jeunes n'ont pas été sur ce point-là. Comme d'autres sujets. Moi, je crois vraiment que la stratégie politique, désormais, elle doit consister à identifier les problèmes quotidiens de nos concitoyens. Et je le redis
sorte de snobisme intellectuel. On a considéré que la politique, ça ne méritait pas de s'occuper des problèmes de sous-préfecture, quoi. Mais moi, je pense que c'est là qu'on construit une sensibilité politique, une idéologie politique. Et c'est ce chemin-là qu'il faut faire. On ne le fera pas en 3 semaines, on ne le fera pas en 1 mois. On a des mois de chantier devant nous et ça commence après les législatives. Vous parliez tout à l'heure de Valérie Pécresse qui n'avait pas su s'émanciper de Nicolas Sarkozy. Quand même, pour revenir à Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de sa part aussi? Vous l'avez dit, mais est-ce qu'il ne faut pas quand même insister dessus sur le fait de savoir ce qu'il a pu faire pour l'empêcher dans sa campagne? Ou est-ce que vous pensez que c'est elle qui aurait dû nettement prendre son risque? Le pouvait-elle? Lorsque vous avez été... Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? C'est trop facile d'imaginer ce que j'aurais fait à sa place. Non, dites-nous ce que vous auriez fait à sa place. Ce qui est sûr, c'est que moi, je n'ai pas été un ministre de Nicolas Sarkozy. Et que je n'ai pas de nombreuses années de hiérarchie politique. Et donc, nécessairement, la relation que je peux avoir avec lui n'est pas la même. C'est une question de génération. Oui, c'est une question de moment. Et je comprends que lorsqu'on a été ministre de Nicolas Sarkozy, on n'est pas la force nécessaire pour claquer la porte. Et puis si on vous n'avez pas eu ce rapport affectif aussi qu'il avait su entretenir avec ceux qui l'ont servi. Politique, absolument. Sûrement, parce que je ne l'ai pas servi, mais moi j'ai des épisodes de ma vie personnelle dans lesquels Nicolas Sarkozy a eu des attentions extrêmement fortes. J'ai beaucoup de respect pour lui. À quel moment Ce sont des moments personnels, je n'ai pas à dévoiler. Donc je connais sa grande humanité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je lui ai dit que je ne lui trouvais rien de commun avec Emmanuel Macron. Pour moi, c'est une incompréhension. Oui, vous l'expliquez comment? Les 2 personnages sont à 1000 lieues l'un de l'autre. Nicolas Sarkozy est une boule d'affection. Je considère que Emmanuel Macron est fait politiquement de cire. Et donc je ne comprends pas qu'ils appartiennent à la confrérie des présidents. Oui. Elle n'est pas très importante. Ce qui fait un point commun important. Et peut-être aussi que, pas peut-être, dans notre nature humaine, ce qui est toujours difficile, c'est de tourner les pages, de ne plus exister dans le moment. Et donc Emmanuel Macron est, de ce point de vue, une bouée qui permet de continuer à exister. Je le comprends, peut-être qu'à sa place, je fonctionnerais exactement de la même manière. C'est pour exister, en fait, qu'il entretient ce lien étroit, exister politiquement. Il n'y avait pas d'autre issue pour lui, pas seulement pour vous politiquement. Vous savez, Nicolas Sarkozy, pour moi, je ne suis pas sûr que ce que je dise va lui plaire, mais c'est pas très grave. Pour moi, est quelqu'un d'humainement très simple. Et quand je dis très simple... Contrairement à Emmanuel Macron, c'est ça? Quand je dis très simple, c'est respectueux. Et chacune et chacun d'entre nous, est-ce qu'on n'a pas envie de continuer à exister? Bien sûr que oui. Et donc ça vaut pour Nicolas Sarkozy comme pour chacune et chacun d'entre nous. J'en arrive à une question qui nous sort un peu de nos problématiques habituelles, mais puisque vous l'évoquez, vous, la politique, c'est pour toute la vie? C'est ma vie. J'ai été fabriqué avec ça. Oui. À l'ancienne, alors, hein? Oui, format classique. Format classique. Pas tant classique que ça, parce que mes parents ne faisaient pas de politique, parce que j'ai pas fait d'études, parce que j'ai été élu dans des conditions invraisemblables. Donc j'ai pas le profil typique de la politique. Mais c'est ce qui me fait vibrer quotidiennement et c'est ce qui donne du sens à ma vie. Et si je fais pas ça, je rachèterai une école de surf et j'irai faire du surf. Allez, toute dernière question. Il fallait bien qu'elle arrive. Quand même, Elisabeth Borne, Premier ministre, quelle est votre première réaction? Pour moi, ce n'est pas une grande surprise. Ça va être du Castex bis. On parlait tout à l'heure de hauts fonctionnaires. Oui, de serviteurs. Elle en est pour moi l'illustration même. Demandez-moi ce que pense profondément Elisabeth Borne. Quelles sont ses convictions politiques profondes? Je n'en sais rien. Peut-être qu'on le découvrira. Donc c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour la France? C'est banal. C'est banal? Oui, je trouve ça banal. Mais je lui souhaite bonne chance dans la mission qui sera la sienne. Mais je considère que c'est banal. C'est pas un profil qui vous semble propre à emmener le nouveau mandat? Une nouvelle méthode? Non, pas tout à fait. Je trouve que c'est tout à fait dans la continuité. Pour quelle raison, justement? C'est banal parce que Jean Castex était, de ce point de vue, dans sa méthode politique banale. Je ne parle pas du tout des personnes, distinguons bien les choses. Je ne connais pas bien Elisabeth Borne, mais je dis simplement que ça ne vient pas amener une connotation politique, un combat particulier qu'elle embarquerait avec elle. Moi, je l'ai suivie à l'Assemblée nationale dans ses différents postes de ministre. Je l'ai trouvée propre sur elle. Ce qui est déjà une qualité politiquement. Propre sur elle, ça veut dire quoi? Sans aucune aspérité. Lisse. Sans... Alors, vous parliez des hauts fonctionnaires tout à l'heure. Oui, c'est leur vous disiez, c'est pas terrible, les hauts fonctionnaires. Non, il n'y avait aucun mépris. Elle l'incarne. Je veux corriger ça. C'est une haut fonctionnaire pour vous, dans ce qu'elle a une serviteur. Mais dans ce qu'il y a de plus nécessaire lorsqu'on est haut fonctionnaire, la seule question, c'est est-ce qu'un Premier ministre est un haut fonctionnaire? Dernière question, pourquoi
À votre avis, Emmanuel Macron l'a-t-il nommé? Sûrement parce qu'il considère que toutes celles et ceux qui sont autour de lui ne doivent pas avoir d'aspérité politique. C'est confortable d'avoir autour de soi des serviteurs. C'est beaucoup plus confortable que d'avoir à gérer des personnalités politiques. Sauf que je crois que ce qui vous donne de la force, c'est d'avoir autour de vous des personnalités politiques qui vous perturbent un peu, qui sont capables de vous embarquer là où vous n'étiez pas allé. Elisabeth Borne n'embarquera personne là où Emmanuel Macron ne va pas. Donc c'est un mauvais signal. C'est un signal qui ressemble à la Macronie, parfaitement. En tous les cas, je ne vois pas où est le signal de la nouveauté et du changement de méthode. Mais une fois de plus, je souhaite bonne chance à Elisabeth Borne parce que je souhaite bonne chance à mon pays. Merci beaucoup, Merci Aurélien Pradier, d'avoir été ce soir dans notre émission Audition publique. Merci Sophie de Rabinen du Figaro. Et on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine à 19h30 sur LCP et Public Sénat. Bonne semaine.